Bonsoir à toutes et à tous. Très heureux de vous recevoir sur ce plateau du dimanche soir avec ce soir mon co-présentateur Thierno Souleymane Diopnan. Bonsoir Thierno. Bonsoir Aline. Avec sa calebasse d'or 2022. C'est la calebasse d'or du dimanche soir. Et toi, tu es le monsieur du dimanche soir. En tout cas, toutes mes félicitations pour cette calebasse d'or et toutes mes félicitations à toute l'équipe du dimanche soir. Nous allons recevoir tout à l'heure en deuxième partie le rappeur, réalisateur, designer originaire du Togo, Elom Vince, qui viendra nous parler de l'événement Activisme 33, ainsi que le groupe iScience qui viendra nous présenter son deuxième album, par la voix de son lead vocal Okorina Fiora. Mais tout de suite, nous allons recevoir une sociologue, analyste, consultante et conférencière de renom. Elle est chercheure associée à l'Institut d'études des femmes de l'Université d'Ottawa. Elle vient de publier aux éditions L'Harmattan Sénégal l'essai intitulé Cheikh Anta Diop, l'humain derrière le savant. Nous avons le plaisir de recevoir Madame Awa Bokar Littal. Nous allons également recevoir un professeur de lettres modernes de formation. Il est romancier, poète, dramaturge, conteur et essayiste. Il s'est défini comme écrivain en attendant d'être écrivain, d'être promu écrivain par la postérité. Il publie dans sa propre maison d'édition, Rouba Édition, Faracini, Conte d'aujourd'hui pour les enfants de demain. Nous accueillons ce soir M. Marouba Fall. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Bonsoir. Nous allons commencer par vous, docteur Awa Bokar Littal. Vous venez de publier aux éditions L'Harmattan Sénégal Cheikh Anta Diop, l'humain derrière le savant, qui est un ouvrage, comme vous l'avez dit, à l'intérieur que vous avez mis beaucoup de temps quand même à écrire, peut-être une bonne dizaine d'années. Oui. Vous l'aviez commencé en 2010 parce que vous, peut-être pour les gens qui ne le savent pas, vous étiez vraiment une assez proche, disons même très proche du professeur Cheikh Anta Diop. Depuis votre jeunesse estudiantine, vous avez toujours été à ses côtés. Et vous avez eu beaucoup vraiment de choses à raconter par rapport à l'homme, parce que ceux qui sont vraiment un peu des disciples directs et indirects, comme vous dites, des gens qui apprécient beaucoup le professeur, ont beaucoup, même s'ils ne le lisent pas tous, parce que là aussi, il y a un débat, parce que beaucoup de gens n'ont pas lu. Je connais, lui sans le lire. Exactement, je connais beaucoup de gens qui n'ont pas lu Nation d'agriculture. C'est vrai. Mais beaucoup de gens connaissent ses écrits, même... connaissent à peu près le contenu de ses écrits, parce que quand même c'est quelqu'un qui sur le plan mondial est vraiment une sommité. Mais vous êtes un peu appesanti sur voilà, certaines anecdotes, le côté personnel de l'homme, son côté humain, ses qualités humaines. Ouais. Comme vous l'avez dit, vous aviez pensé que c'était quelque chose qu'il fallait faire. En fait, ça répondait à des demandes. Comme vous l'avez si bien dit, ça a été commencé en 2010 parce que vous savez, Cheikh a été reçu en 1985 à Atlanta, où il a reçu beaucoup d'honneurs et même ils ont décrété la journée 4 avril, journée Cheikh Anta Diop. Alors, en 2010, ils voulaient organiser un symposium sur le thème « Revisiter l'héritage de Cheikh Anta Diop ». Alors, il y a quelqu'un qui dirigeait une grande institution culturelle à Atlanta, qu'on avait invité à Montréal. Et on en parlait, bon, comme d'habitude. Maintenant, je me rends compte, je parle toujours de Cheikh Anta, d'une façon ou d'une autre. Alors, à un moment donné de notre discussion, il décroche son téléphone et puis il appelle une dame. Il lui dit, en tout cas, le symposium que vous organisez, il faut absolument que vous invitez une dame que j'ai rencontrée ici, qui est une disciple de Cheikh et qui connaît vraiment Cheikh Anta. Alors, quand je suis venue, quand on a confirmé l'invitation, Mama Konta, qui est en fait la fille de Younoussé, la grande artiste Younoussé, me dit, Awa,
on connaît assez l'œuvre de Cheikh, ou on peut la connaître, parce qu'il a tout écrit, même sur l'Internet maintenant, mais on ne connaît pas l'homme. On voudrait vraiment que vous nous parliez de l'aspect humain. Bon, j'ai commencé ma conférence, mais très vite, j'ai abandonné le truc. Et puis, j'avais commencé, j'ai abandonné aussi. Jusqu'à ce que cette année, l'année dernière, un autre disciple de Cheikh Anta écrive sur la pensée politique de Cheikh Anta. On a fait des webinaires, 4, comme je le signale dans le livre. Et les gens, j'ai remarqué qu'ils s'intéressaient plus à la dimension humaine, aux anecdotes, que la dimension scientifique et politique. Alors, comme moi, je pensais que c'était des éléments qui ne méritaient pas même d'être l'objet d'un article, à plus forte raison d'un livre. Mais donc, c'est une demande vraiment de connaître ceux qui n'ont pas eu la chance de le connaître, l'aspect humain de Cheikh Anta, que cache le grand savant, qu'on connaît assez bien en général. Parce que, comme vous l'avez si bien décrit, il y a cette humilité de Cheikh Anta Diop, du temps où il était vraiment à l'IFAN, du temps où il était vraiment déjà assez connu. Ouais. Mais c'est comme on dit, ce sont des légendes qui sont inconnues, des gens dont on connaît le nom et parfois on ne connaît même pas, leur visage. Tout à fait. Et vous, la première fois que vous l'avez rencontré, ça a été un choc parce que vous vous êtes même dit, vous avez demandé à votre ami. À mon ami Chimère Diaw. Est-ce que c'est vraiment le Cheikh vraiment Anta lui dont on parle? Parce que vraiment son humilité vous avez marqué. Oui, tout à fait. D'abord, nous étions jeunes étudiants et puis on sortait d'un cours. Chimère me dit, bon, je vais te déposer. Et puis en cours de chemin, il me dit, on ne va pas se voir Cheikh. Je dis, quel Cheikh? De Cheikh Anta. Je dis, mais on n'a pas besoin d'un rendez-vous. Il rit. Il ne m'a même pas dit, il a ri simplement. Quand on est arrivé, la salle d'attente, où il n'y a pas de secrétaire, parce que Cheikh Anta disait, vous m'avez secrétaire, donc il n'a pas de secrétaire. Les gens viennent, s'asseyent et puis entrent à tour de rôle. Alors, la salle d'attente était vide et puis la porte grande ouverte, on entre chez Mermelak. Et puis il discute avec lui, non, Cheikh et tout ça. Je dis, mais comment un petit étudiant comme ça discute avec un grand savant comme ça? Il lui dit parfois, je ne suis pas d'accord. Voilà, je ne suis pas d'accord. Et puis celui-là aussi ne s'indigne même pas et puis contre-argumente et tout ça. Alors, quand on a terminé, quand Chimère a annoncé notre départ, il fait le tour, il nous accompagne jusqu'à la porte, c'est ce qu'il fait. Tout visiteur qui arrive dans le bureau, dans le laboratoire de carbone 14 de Cheikh Anta est accompagné jusqu'à la sortie. Alors, il nous accompagne jusqu'à la sortie. En fait, Chimère, qui était étudiant, avait une vieille taco. Il essaie d'allumer et ça n'allume pas. Et puis, il fait un geste. Il y avait un garagiste qui était là. Grand, dis-moi, m'a démarré. Donc, venez pousser la voiture. Alors, et puis, Cheikh Anta dit, waouh, et tout ça. Alors, je saboté Chimère. Finalement, pousse après tac. Ma geste. Qui je vois pousser les mains bien plantées sur la voiture de Chimère en train de pousser, c'était Cheikh Anta Diop. Mani Chimère, est-ce que c'est vraiment lui le grand savant dont j'entends parler? Il me dit, et cette perception de grandeur dans l'humilité que j'ai perçue Cheikh Anta, ce jour-là ne s'est jamais démenti. Absolument. Et je l'ai vu un peu partout, dans son bureau, dans les conférences de presse, dans les meetings politiques, lors des voyages à Tchéitou, au Sénégal oriental, un peu partout à travers le Sénégal lors de nos campagnes. Parce que j'étais militante justement dans son parti politique, le RND, le Rassemblement national démocratique, et puis jeune étudiante aussi en formation. Absolument. Et c'est depuis ce jour-là jusqu'à 3 jours avant son décès. Tout à fait. Et vous nous dites aussi, vous avez parlé d'un aspect que vous n'avez pas voulu présenter comme vous dites, comme de la patience, de la persévérance. Vous dites que ça ne ressort pas vraiment la qualité parce que le mot mougne en Wolof ou mougnol en Pulaar ne peut pas vraiment se traduire par patience parce que c'est quelqu'un qui a eu vraiment à subir peut-être beaucoup, comme vous l'avez dit, vous l'avez présenté comme ça, comme beaucoup d'injustices, beaucoup de choses qu'il a eu à subir, beaucoup de trahisons, et qu'il a toujours été vraiment stoïque par rapport à tout ça. Tout à fait, tout à fait. Je n'ai pas trouvé un mot français qui rendait vraiment ce que j'ai trouvé en capacité d'encaisser des coups, sans se plaindre, sans entrer en colère, sans se dévier de ses objectifs, sans changer dans son engagement. Et Dieu sait qu'il en a subi. Il était au lycée Van Volonnovel, je ne sais pas comment on l'appelle maintenant. Et Lamine Gueye, voilà. Et
il contestait les professeurs parce que sentait que ce qu'ils enseignaient sur l'Afrique et les Africains, c'était pas ça du tout. Il les contestait. Un jour, il m'a raconté que quand les professeurs disaient quelque chose, il racontait à sa grand-mère. Après, sa grand-mère dit, on est dañuy fen rek du non. Et sa grand-mère lui disait, et le lendemain, il s'empressait, il était vraiment pressé de revoir le prof pour lui dire non, en fait, ce que vous avez dit, etc. On l'a envoyé au lycée de Saint-Louis. Tout à fait. Mais là aussi, pas mis ici, mais il a fait 3 fois la troisième, la classe de troisième, il a repris à 3 parce que chaque fois, il avait un problème avec le prof, il mettait toujours 0. Et là, rappelons que c'était en pleine période coloniale. Absolument. Et les professeurs, c'était des Français, des Blancs. Et il a été renvoyé de tous les lycées du Sénégal. Et c'est par des cours de soir auxquels sa mère l'avait inscrite qu'il a passé le bac mathématiques au mois de juin et le bac mathématiques et le bac sciences littéraires au mois d'octobre. Beaucoup de gens savent qu'il a eu 2 bacs. Voilà, parce qu'en ce temps dans la même session. Tout à fait, parce qu'actuellement, pour nous, c'est pas la peine parce que, comme on dit, qui peut le plus peut le moins. Absolument. On se dit que quand on fait les séries scientifiques, on peut faire les séries littéraires. Mais avant, en France, on ne pouvait pas, si on avait un bac scientifique, faire des humanités littéraires. Et lui, il voulait faire les 2. Donc, il a été obligé de faire le bac. En première session, il a fait le bac scientifique. En deuxième session, il a fait le bac littéraire. Ce qui a fait qu'il a pu s'inscrire. Et ce cours de génie-là lui a valu quand même une bourse de la mairie du temps de Lamine Gueye. Et il est parti en France. Là aussi, il n'est pas resté tranquille. Il n'était plus encore engagé que ça. Il a adhéré au Rassemblement démocratique africain qui réclamait l'indépendance du Sénégal. Il a créé une organisation des étudiants africains, l'éveil. Il faisait des conférences, des ateliers et tout ça pour l'éveil des consciences des Africains, pour leur redonner en fait leur dignité d'eux-mêmes. Et là aussi, sa bourse a été coupée. Et c'est grâce à l'appui de Gaïndé Fatma, avec qui il a grandi chez Kergoumak, chez Cheikh Hamadou Bamba, machallah. Et il a été élevé par Cheikh Ibrahima Fall. Tout à fait. Ibrahima Fall, machallah. Et donc, c'est des gens très, très proches. Et Gaïndé Fatma, c'est l'un des marabouts mourides qu'il a vraiment soutenu d'un bout à l'autre. Et c'est grâce à l'appui de Gaïndé Fatma qu'il a pu continuer ses études, avoir deux certificats en chimie, un en chimie générale, un en chimie nucléaire, un doctorat en sciences sociales, un doctorat d'État en sciences, des documents en linguistique, et à fournir une œuvre monumentale, faite de 9 ouvrages. Et chacun des ouvrages était extraordinaire, n'est-ce pas? Et aussi 52 articles en sciences sociales, en sciences exactes, en actualité politique, sans compter les conférences, les entrevues, etc. etc. Donc, il est revenu savant, ce qui n'est plus contesté. Le politique, c'est la même chose. Bon, il avait formé des organisations estudiantines militantes en France. Quand il est arrivé, face à la colonisation, vu qu'on était à l'ère de la décolonisation, il a formé en partie le BMS, le Bloc national sénégalais, que Senghor a dissous, Bloc des masses sénégalais, que Senghor a dissous au bout de 2 ans et 2 mois. Il a formé le Front national sénégalais, le FNS, que Senghor a dissous au bout de moins d'1 année, c'est-à-dire 11 mois. Ce parti n'a vécu que 11 mois. Et là, c'était l'événement Mamadou Dia qui a été arrêté, avec les Wal Jojo, ses co-détenus. Et là, il a dit que je ne crée plus de parti tant voilà. Alors, il s'est battu avec acharnement pour la libération de Mamadou Dia et de ses co-détenus, parce qu'il disait que ce n'est pas normal de les arrêter. Et Senghor, quand il a rencontré Senghor une fois, Senghor lui dit « D'accord, je peux le libérer, mais à condition qu'il m'écrive qu'il ne fera plus de la politique. » Cheikh Anta lui dit « Il ne vous écrira pas. Parce que vous voulez le tuer politiquement et ce ne sera pas le cas. Et vous serez obligé un jour ou l'autre à le libérer. » Et ce n'est qu'au bout de 12 ans, quand Mamadou Dia a été libéré en 1974 et amnistié 2 ans après, qu'il a formé le Rassemblement national démocratique que Senghor n'a jamais reconnu jusqu'à son départ du pouvoir. Absolument. Alors, il en a subi. Hein? Absolument, tout à fait. Parce que, avant de parler de son côté féministe, parce que là aussi vous avez parlé du grand féministe qu'il était. Même un peu pour rester sur ça, par rapport à tout ce qu'il a subi,
Parce que moi, là où je me suis dit que peut-être qu'il fallait nuancer, c'est vrai qu'on était jeunes en ce moment, on le reconnaît, mais on se dit aussi que est-ce qu'il n'y avait pas un certain gentleman agreement entre lui et Senghor quand même? Parce que moi, je perçois, peut-être nous, un peu de loin, une certaine admiration voilée peut-être que Senghor avait envers lui et qui a fait qu'il le respectait beaucoup. C'est vrai qu'il a parlé d'un épisode où il a été emprisonné. Bon, oui, à Diourbel, voilà, peut-être... les masses diourbeloises, où il est né, il a grandi, tout à fait. Ont tellement soutenu que... Voilà. Mais en dehors de ça, je veux dire que c'est quelqu'un qui n'a jamais été empêché. Parce que au temps où les partis étaient des partis interdits, lui, son parti était tacitement reconnu, même si ce n'était pas reconnu sur le plan officiel, mais tacitement, c'était le seul qui était vraiment actif. Il a été, à un moment donné, vraiment l'opposant phare au régime de Senghor. Et pourtant, tout ça était plus ou moins toléré. Et quand il y avait je veux dire, parfois des pics, c'était vraiment quelque chose d'assez, je veux dire, bon enfant, comme oui, Sigui, 1G, 2G, ce genre de choses. Je veux dire que quand même, il n'y avait pas ce gentleman agreement. Oui, il y avait ce gentleman agreement, en ce sens que, comme je dis, d'ailleurs, je parle de son caractère fondamental qui est d'être respectueux. Tout à fait. Même dans l'adversité, Cheikh Anta était respectueux. C'est-à-dire dans l'adversité scientifique. Tout à fait. Même vis-à-vis des scientifiques les plus farouches qui le combattaient de la façon la plus farouche. Il imposait le respect. Par exemple, à Obenga, qui un jour était en retard, alors qu'ils étaient au truc du Nil à partir, etc., etc. Mais également en politique. Il disait que la pratique politique va avec le respect, va avec l'éthique politique, avec l'empathie, avec le respect de l'honneur de l'autre. De telle sorte que Cheikh Anta et Senghor se sont battus quand même à mort, mais il n'y a jamais eu un mot de trop, un mot d'insolence et tout ça. Et il nous inculquait cette éducation. Il nous disait, ces opposants, ce ne sont pas nos ennemis, ce sont nos adversaires. Et il n'y a pas une nuance, il y a une grande différence. Parce que ton ennemi, tu veux l'éliminer, tu veux le supprimer. Mais ton adversaire, tu as intérêt à ce qu'il reste. Vous vous opposez, tu veux juste prendre le dessus sur lui. Alors moi, quand je vois certaines attitudes et comportements, bon, mais Senghor l'a combattu très sérieusement, très farouchement. Parce que Senghor a eu à tripatouiller 6 fois à changer la Constitution rien que pour le bloquer. Et la dernière bataille qu'il a, c'était une bataille linguistique. Non, votre journal ne doit pas s'écrire Segui, c'est pas 1G, 2G. Alors, mieux ça, faf nak taxaw, thème. Donc, c'est la persévérance de Cheikh Anta qui a prévalu et non pas la tolérance de Senghor. Au contraire. Est-ce qu'il n'y avait pas les deux aussi? Moi, il me dit un jour, bon, on était, comme je le raconte, lors de notre vol de Paris-Dakar, il me raconte quelqu'un qui a perdu sa maman, un opposant politique, je crois qu'il est camerounais ou béninois, qui avait perdu sa maman parce qu'il était réfugié politique, il ne pouvait pas y aller. Alors, il était très affecté parce que c'est un être très sensible aussi. Absolument. Il me dit, Senghor a tout fait pour que j'aille à l'exil. Et Dieu sait que Senghor a tout fait pour qu'il aille à l'exil. La bataille était vraiment féroce de Senghor vis-à-vis de Cheikh Anta. Mais Cheikh Anta était stoïque. Il a refusé de sortir du pays, il a refusé de baisser les bras. Il a lutté jusqu'au bout, pratiquement jusqu'à son dernier souffle. Mais dans le respect. Dans le respect, dans l'adversité aussi. Absolument. Tous mes hommages. Je dois vous féliciter pour cet ouvrage. Merci. J'ai beaucoup aimé lire Cheikh Anta Diop, l'humain derrière le savant. Parce que je me demande qui ne connaît pas Cheikh Anta Diop. Mais on se rend compte qu'on connaît Cheikh Anta Diop, le scientifique, qui a produit une œuvre monumentale. On connaît Cheikh Anta Diop, l'homme politique, peut-être l'opposant farouche de Senghor. On connaît Cheikh Anta Diop, l'historien. Cheikh Anta Diop est vraiment un homme... L'égyptologue multidimensionnel. Mais peut-être on tardait à entrer dans l'intimité, entre guillemets, de Cheikh Anta Diop. Et vous nous invitez à travers cet ouvrage à nous asseoir à la table de Cheikh Anta Diop. Et ça, c'est une très bonne chose. Merci. J'ai beaucoup aimé ces petites anecdotes, surtout quand vous évoquiez un peu l'humilité de Cheikh Anta Diop, qui vous reçoit dans son bureau, mais il n'y a pas de barrière, mais qui surtout accepte d'être contredit. Mais ça, c'est une grandeur. Moi, j'ai vraiment aimé cette scène et plus tard, qui vous raccompagne. Ces petits gestes sont très importants. C'est pas important quand on rencontre un homme ou bien une personne en général,
cette personne peut vous marquer par de petits gestes, des petits gestes courtois. Absolument. Et souvent, on peut rencontrer certaines personnes qui, à la fin d'une discussion, mais ne vous raccompagnent pas, sont assis très stoïques. Mais le fait qu'ils se lèvent pour vous accompagner, moi, c'est une marque de grandeur. Ça, c'est une très bonne chose aussi. Merci. Mais aussi, l'autre chose que j'ai vraiment appréciée, c'est que lorsqu'il a vraiment fait en sorte que Mamadou Dia ne soit pas isolé politiquement. C'est-à-dire s'opposer à Senghor, qui est le chef d'État, qui recèle tous les pouvoirs en ce moment-là. On ne va pas revenir sur ce qui s'est passé. Et qui accepte de ne pas créer de parti jusqu'à la sortie de Mamadou Dia. Pour moi, c'est une très bonne chose. Mais aussi, il y a vraiment beaucoup d'autres anecdotes qui sont très intéressantes. Plus d'une décennie, ce n'est pas évident. Absolument. 12 ans. 12 ans. Beaucoup de gens ne savent pas ça aussi. Alors moi, j'ai envie de vous poser 2 questions. Et la première, c'est d'abord, Cheikh Anta Diop est véritablement son rôle avec les jeunes. Aujourd'hui, Cheikh Anta Diop est quelqu'un qui est adulé, aimé. Aliou le disait, peut-être même pas toujours lu ou compris. Mais on dirait que avec le temps, Cheikh Anta Diop continue à devenir une icône. Absolument. Et l'histoire lui rend justice. Et ça, c'est une très bonne chose. Absolument. Alors, quel était véritablement le... Vous savez pourquoi je vous demande ça? Moi, lorsque je regarde la conférence de Cheikh Anta Diop au Niger, Aliou en sait quelque chose? Je suis toujours choqué. Parce que lorsque Cheikh Anta Diop finit son exposé, avec vraiment des évidences scientifiques très probantes, un étudiant, un jeune lui dit, mais tout ce que vous dites, c'est vrai. Peut-être, mais est-ce que ça a été attesté par un blanc? Et ça, c'était vraiment choquant. Cette validation occidentale pour véritablement vérifier des vérités qui ont été, je veux dire, mises à l'épreuve par quelqu'un qui a dédié sa vie à l'Afrique. C'est vraiment un peu moi, j'aimerais que vous parliez un peu de ça. Oui, la jeunesse, Cheikh Anta. Cheikh Anta, sa préoccupation principale, et durant toute sa vie, c'était la jeunesse. Parce qu'il savait que durant 3 siècles, voire 4 siècles, il y a eu une domination politique, mais aussi l'arrachement de l'estime de soi de l'Africain, la falsification, comme il dit, de son histoire, qu'il caractérise de crimes contre l'humanité. Parce qu'on a dit, les Africains, ça allait jusqu'à dire que les Africains sont sans âme, sans culture. Lui, de par ses recherches, il démontre le contraire. Non seulement l'Afrique est le berceau de l'humanité, mais l'Afrique est à la source de toutes les sciences, n'est-ce pas, et de toutes les technologies. Et il dit quelque part, l'Africain qui nous aura compris, c'est celui qui, après nous avoir lus, sera un nouvel homme, avec une nouvelle conscience historique, sera un Prométhée, et qui se rendra compte que ses ancêtres, de l'héritage, la contribution de ses ancêtres à la science que le monde entier doit à ses ancêtres en matière de science, de technologie, de culture et tout ça. Absolument. Donc, pour lui, quand il est arrivé en France, c'était ça, de former la jeunesse africaine, c'est-à-dire d'opérer, de leur donner des outils de décolonisation mentale. Parce que, comme il dit, quand l'autre vous domine, il vous tue, comme il dit, intellectuellement, il vous tue moralement. Il vous met dans une situation de subordination mentale qui fait qu'il pourra se permettre de vous dominer politiquement, de vous exploiter économiquement et de vous humilier culturellement, de vous dire que vous n'êtes rien. Vous ne pouvez... Et c'est là que les Africains américains l'appellent le Rédempteur, parce que c'est là qu'on leur avait dit, vous êtes des esclaves, vos ancêtres étaient des esclaves, et vos enfants seront des esclaves. Et Cheikh Anta vient leur dire, mais non, l'humanité vous doit tout, en matière de sciences, de technologie, etc. etc. Et ils appellent Cheikh Anta le Rédempteur, parce que dans les rayons, il est venu rectifier il est rectifié. Et c'est là qu'ils ont commencé à avoir la tête haute, à être fiers d'eux, etc., etc. Donc, Cheikh Anta, l'éducation, et quand il a soutenu sa thèse de doctorat pendant 7 heures de temps à la Sorbonne, il termine, un journaliste lui dit, maintenant, qu'allez-vous faire? Il lui dit, je rentre chez moi. Et une semaine après, il était à Dakar. Et sa perspective, c'était de venir à l'université de Dakar, qui en ce moment, ce n'était pas l'université sénégalaise, c'était l'université ouest-africaine. Et même les Africains du Nord étaient là, même des Français étaient là. Et de former la jeunesse africaine,
de la décoloniser mentalement, de la former dans les sciences, dans les technologies, chacun dans son domaine. Vous savez, il a quand même l'art d'être pluridisciplinaire. Le symposium de Dakar l'a démontré. Et qu'est-ce qui se passe? Et c'est là que j'ai dit que Senghor a été farouche vis-à-vis de lui, parce qu'il était obligatoire pour tout chercheur de l'IFAN où il a été recruté de donner des cours. Il me raconte qu'un jour, on lui a demandé donc son programme, il l'envoie et tout ça, et puis il reste, il n'a pas de nouvelles. Un jour, en passant, il s'arrête, il vient voir le recteur. Il dit, quand il rentre dans son bureau, le monsieur lui dit, monsieur, je vous assure, professeur, c'est pas moi, c'est pas moi. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, 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 j'ai reçu des instructions en haut lieu, il ne faudrait pas qu'on vous permette d'enseigner. Et les Français qui contrôlaient en ce moment-là l'université le savaient. S'il met les pieds dans l'université, ça allait être la révolution. Il fera accéder tout le monde à la connaissance directe. Exactement. Je pense que ça faisait même partie du commentaire qu'ils avaient mis sur sa thèse de doctorat. Ils ont dit que même si ces théories paraissent intéressantes, il n'est même pas concevable qu'elles soient enseignées dans nos ex-colonies. Voilà, exactement. Ils avaient dit ça depuis le départ, noir sur blanc. Parce que c'était envoyer une bombe à tout l'édifice de connaissances qu'ils avaient formé, en nous disant que nos ancêtres sont gaulois. Il dit non, nos ancêtres ne sont pas gaulois. Absolument pas. Et moi, je reviens rapidement sur... Vous regardez aussi, par rapport à toujours pour répondre à votre question, là où dans le RND, il a envoyé les étudiants, les jeunes militants de son parti, dans le milieu paysan, à cultiver, à puiser de l'eau, etc. Parce qu'il disait que ces jeunes-là sont le futur du Sénégal, sont le futur de l'Afrique, et on ne peut pas bien diriger un peuple qu'on ne connaît pas assez bien. Et la meilleure des façons, c'est le vécu avec ces gens-là. Comme quoi, rien n'est nouveau sous le soleil. Absolument. En fait, à la page 35, et c'est un peu pour rejoindre ce que vous dites, je pense qu'il donne un conseil très important. Un jeune peut dire la vérité à un adulte, à une personne âgée, tant qu'il l'a dit avec respect. Car la vérité est lourde à porter. Quand on la pose sur quelqu'un, il s'incline. C'est important en ces temps-là de faire soi. En tout cas, ces conseils de Cheikh Anta Diop. Et moi, pour un peu revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure avec l'adversité farouche qui l'opposait à Senghor, mais qui était toujours dans les limites du gentleman agreement. Absolument. J'ai bien aimé à la page 108. Ce concept, je vais l'adopter dans la préparation. La page 168. Dans les prochaines présentations. Effectivement, c'était vraiment ça. La page 168, vous dites, ou bien il dit et vous rapportez, ce n'est pas poli de laisser un ancien président seul. Commentaire. Oui. C'est là que je dis la capacité de patience qui frise le stoïcisme, que j'appelle le mougne en Wolof, dans les langues africaines, en Wolof, ou le mougnal en pulaar, est indéfectible. Mais juste une petite pique avant de vous laisser terminer, parce que dans l'écriture, j'ai un linguiste à côté. Vous avez mis, parce qu'entre mougne, non, il y a une erreur là. On avait corrigé. Voilà, entre le mougne et le mougne, voilà, effectivement. Quand il y a deux U, ça devient mougne. Absolument. Vous avez parfaitement raison. On essaiera de... Mais comme mougne, en fait. Voilà, comme mougne. Mais dans la deuxième édition, on va corriger ça. D'accord. Donc, c'était quoi ma lancée? Vous parlez de la belle anecdote que moi j'ignorais totalement. Voilà. Lorsqu'il est venu... Et ça, les gens ne savent pas. Il va au mariage de Boukounta, qui était un jeune... Boukounta Diallo, qui était militant dans le parti, dans le RND, un des jeunes militants. Et en même temps proche de Senghor. Voilà, très proche de Senghor, qui donc épousait la fille de Hassan Sek, qu'on connaît, et qui a invité les deux. Et il y avait cette période de tension. Cette période de tension, mais aussi ce problème que quand Djiboka dit à Agnès, oui, tout ce qu'on dit, tu vas rapporter à Senghor. N'est-ce pas? Donc, les gens évitaient quand même de s'approcher de Senghor. Donc, quand il est venu, il est resté avec Senghor et son épouse. Parce qu'il l'a trouvé déjà comme un paria. Voilà, comme un paria. Complètement isolé, lui et son épouse. Voilà. Et puis, il est resté avec lui. Ils ont parlé pendant 2 heures de temps. Et puis, au point que l'épouse de Senghor lui disait, mais professeur, vous savez que ce sont vos livres qui sont le livre de chevet de Léopold.
Et quand il va à la maison, il raconte ça à ses enfants. Il dit, oui, mais je me suis mise à ses côtés. Parce que ce n'est pas respectueux quand même de laisser un ancien président de la République tout seul. Imaginez-vous. Je pense que... Avec tout ce qu'il lui a fait, être capable, comme Nelson Mandela, qui a été emprisonné pendant 27 ans et qui arrive à pardonner, à se réconcilier. Oui, non, parce que mon avis, hein, mon humble avis, c'est parce qu'il a perçu. Nous, peut-être qu'on le perçoit au-delà des années et la distance, peut-être on le perçoit un peu, c'est que lui, peut-être qu'il avait perçu qu'il y avait un peu ce respect, qu'il y avait un peu cette admiration. Parce que, quoi qu'on puisse dire, je pense que tous les aînés de Cheikh Anta Diop voyaient en lui peut-être la personne qu'il voulait être et qu'il ne pouvait pas être. Parce qu'il avait, lui, cette liberté, il avait ce courage. Ces hommes politiques qui étaient un peu enchaînés n'avaient pas cette liberté. Et ils voyaient un peu en Cheikh Anta Diop vraiment la personne qu'ils auraient bien... aussi aimer les hommes de culture. Exactement, non seulement les hommes de culture, mais... Exactement, mais aussi, quoi qu'on puisse dire aussi, c'est quelqu'un qui aimait aussi ce caractère qu'il a appelé la négritude, ce caractère fier du noir, de ses origines. Et il voyait peut-être en Cheikh Anta Diop vraiment cet homme courageux. Moi, je pense qu'il parle plus de son caractère, de son éducation, de sa façon d'être. C'est-à-dire de respecter l'autre, de banaliser certaines choses quotidiennes. Parce que Senghor lui en a fait voir de ses couleurs. N'est-ce pas? Parce que pourquoi j'insiste, à un moment donné, vous avez listé tous les griefs. Voilà. Vous avez mis, et même moi, quand je lis tous les griefs, c'est vrai qu'on ne l'a pas vécu, mais je relativise. Je dis, c'est pas si grave. Il a participé à un colloque, on ne l'a pas rapporté. On n'y a peut-être pas permis d'enseigner, mais ça ne lui a pas permis d'avoir son laboratoire de carbone 14. Il l'a construit, il a vraiment... Parce que moi, je me rappelle que nous, en 1980, quand je faisais la sixième, nous, on avait eu cette chance, peut-être qu'on avait un professeur d'histoire, je pense qu'elle s'appelait Madame Bailly, qui nous a beaucoup marqué parce qu'elle nous apprenait, on apprenait l'histoire de l'Égypte en sixième. Elle nous apprend tout, elle nous dit tout ce qui est dans le livre est faux. Il y a un savant qui s'appelle Cheikh Anta Diop, et nous on se disait, mais c'est qui ce Cheikh Anta Diop? Il y a un savant, il s'appelle Cheikh Anta Diop, il est à l'université, il est à l'IFAN, les gens ne le connaissent pas, mais il a démontré que tout était faux. Donc nous, dès la sixième, on connaissait d'abord Cheikh Anta Diop. Vous avez cette conscience. On avait cette conscience. Moi, je pense que ce qui nous a suivis jusqu'à un certain âge. Bon, j'ai lu Nation Nègre et Culture, j'ai attendu 20 ans peut-être. À l'âge de 20 ans, nous, c'était vraiment ce qu'on appelle la plume rouge. C'était le livre. On l'a lu à l'université. Moi, je l'ai lu à l'âge de 20 ans. Pour moi, c'était... C'est quelque chose qui vous ouvre les yeux. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas expliquer. C'est des choses que vous sentiez avant. Parce que dans votre tête, vous vous dites... Moi, j'ai fréquenté les écoles avec les Français. J'ai grandi un peu. Donc, je sais qu'ils ne sont pas plus brillants que nous. Absolument. On a grandi avec cette certitude. Donc, quand on lit ça, on se dit, mais tout ce qu'on pensait être vrai, ce monsieur le démontre dans son livre. Tout à fait. Et ça, c'est très important. C'était juste pour vous dire que moi, je pense que quand on voit Cheikh Anta Diop, même quand on le voit à travers les images, à travers les vidéos qu'on a, il n'a pas l'air d'être quelqu'un de frustré. Pas du tout. Justement, c'est pourquoi j'ai dit il banalise. C'est pourquoi j'ai dit son caractère, on ne peut pas le caractériser. On ne peut pas dire que ça, c'est de la patience, parce que c'est plus que de la patience. Le stoïcisme, son stoïcisme est exceptionnel. Je ne sais pas ce qu'en pensera le linguiste qui pourra m'aider peut-être à trouver le littéraire, ce qui le caractérise. Capacité muñ boobu dafa metti yow nga ñëw mais c'est son éducation aussi. C'est son éducation, mais comme je le dimension dont vous n'avez peut-être pas beaucoup parlé, mais c'est cette dimension spirituelle qui faisait dire à Serigne Cheikh que Cheikh Anta était un mystique. Ça, vous n'êtes pas rentré dedans, mais bon, ça, c'est quelque chose qui peut tout expliquer. J'allais vous poser la question, est-ce que vous l'avez connu? Voilà, et pour juste compléter sur la dimension mystique dans laquelle je me suis gardée d'entrer, dis-moi, samedi passé,
passé, il y avait le livre d'Alpha Youssouf Gueye, Confluence, qui montre la confluence entre l'action de Cheikh Ibrahim Fall et la pensée de Cheikh Anta Diop. Et on a entendu parler aussi de cette prédiction de Cheikh Anta, qui a dit à un de ses disciples, Wade sera président de la République, mais comment ça? Le monsieur en a douté. Il dit oui, c'est la jeunesse qui va l'élire président. Et après, il y aura un jeune des années indépendance qui va le succéder. Tout à fait. Je ne sais pas si vous l'avez connu. Moi, je ne l'ai pas connu personnellement, mais quand même, il y a quelque chose qui m'a marqué, c'est quand Abdou Diouf est venu au pouvoir et qui lui a permis vraiment de parler finalement aux étudiants. Tout à fait. Et ce symposium que vous évoquiez, donc, à la fin, il est tombé en syncope. Tout à fait. C'est pour vous montrer comment il s'est donné pour toute la jeunesse. La jeunesse aussi, donc, c'est une personnalité, en tout cas, qui marque tous les esprits ouverts. Hein. Et peut-être qu'on a un peu oublié le côté du militant des langues nationales. Absolument, j'en parle. Parce que les langues nationales, là, portent la philosophie négro-africaine. Absolument. Et comme vous disiez tout à l'heure, Pousso, mak mën na ko fay for, xale mën na ko for. Moo tax mu doon lire léegi, n'est-ce pas, qu'un enfant, qu'un jeune peut dire la vérité, n'est-ce pas, à un adulte à condition d'y mettre la forme. Et puis, c'est dans le prolongement de la négritude, même s'il n'était pas militant de la négritude, ces livres nous permettent de nous restituer à nous-mêmes, de revenir à nous-mêmes. Et ça renvoie à mon livre de toute façon. Ça fait une belle transition. J'avais déjà présenté, juste avant de faire la transition avec votre livre, juste pour une petite anecdote par rapport aux jeunes. Parce qu'à un moment donné, lorsqu'il a voulu faire la campagne des législatives, les jeunes sont venus vous dire vraiment, il faut parler à Cheikh. Parce que vraiment, il s'habille trop mal. Voilà. En plus, il met des chaussettes avec les babouches. Oui. Ça, c'est rédhibitoire. On ne veut pas de chaussettes avec les babouches. Pour me dire, va dire à Cheikh. Elle a dû dire, il s'est tellement marré, il lui a dit, OK, je vais respecter la consigne. Et il a respecté la consigne des jeunes. Quelle humilité. Absolument. Quelle humilité. Vraiment, Cheikh Anta, bu mu ñu rusloo. na changé, na solo. Na bàyyi def Kawasaki. Comme quoi, souvent, les jeunes peuvent montrer la lumière. Il faut les écouter. Hein? Voilà, et il avait le respect pour cette jeunesse. Parce que quand je lui ai dit, quand la campagne s'est ouverte, on a vu qu'il avait commandé des bazins, il avait fait de belles tenues et qu'il ne portait plus de chaussettes avec un marakis. Je ne sais pas si j'ai quelques minutes pour justement conclure avec ce que dit Major Diouf. Il dit de Cheikh Anta, de toutes les humiliations qui se pouvaient souffrir, par la défense de ses idées, il les a souffertes. Toutes les tentations qui se pouvaient créer pour le faire dévier de ses options politiques, il a été confronté. Toutes les trahisons qui se pouvaient produire parmi ses compagnons, il les a enregistrées. Mais jamais, Cheikh Anta Diop n'a un seul instant dévié de sa voix, de ses opinions, de sa démarche méthodique. L'abnégation et la constance étaient sa religion dans l'action malgré le rythme des trahisons de ses compagnons qui bénéficiaient d'une confiance totale de sa part. Sa vie simple et courageuse, il l'a vécue dans le dédain des biens de ce monde. C'était une vie destinée à montrer la voie salutaire. Et il dit aux jeunes, formez-vous jusqu'à la science, formez-vous jusqu'à... armez-vous de la science jusqu'aux dents. Parce que le savoir sera l'arme constructive de demain. N'est-ce pas? Et on a un modèle. Moi, quand j'entends dire, oui, les jeunes n'ont pas de modèle. Ils ont un modèle, c'est Cheikh Anta Diop. Sur tous les plans. Sur le plan scientifique, sur le plan politique, sur le plan culturel et sur le plan humain. Des valeurs humaines. Tout à fait. Et c'est notre modèle. Absolument. Donc, nous allons passer à cet ouvrage, M. Marouba Fall, que vous nous amenez. Comme je disais, vous dites que vous êtes un écrivain, en attendant d'être écrivain, mais en tout cas, vous êtes
l'un des écrivains les plus prolifiques vraiment de ce pays. Là, vous nous amenez un conte que vous appelez « Conte d'aujourd'hui pour les enfants de demain ». Farasini, un conte qui à la fois, même dans le conte, il y a plusieurs genres, parce que c'est à la fois, non seulement ça pourrait être un roman, ça peut être un conte, ça peut être une pièce de théâtre, ça peut être un essai même, parce que parfois vous brisez ce qu'on appelle le quatrième mur, vous parlez directement au lecteur, et là aussi, on voit qu'à travers ce conte-là, il y a des contes qu'on reconnaît un peu, mais il y en a, je pense que vous avez vous-même créé. Et moi, je me dis que vous dites contes d'aujourd'hui pour les enfants de demain. Mais est-ce que ce n'est pas des contes d'hier pour des adultes d'aujourd'hui? Parce que là, c'est vraiment, je pense que c'est plus destiné aux adultes. Oui, c'est-à-dire que moi, de toute façon, je pense à l'avenir, comme je suis un enseignant et comme tous ceux qui projettent leurs pensées, on pense toujours à ceux qui vont prendre la relève. Tout à fait. C'est ce qu'on disait tout à l'heure sur Anta, n'est-ce pas? Nous aussi, nous pensons, n'est-ce pas, à retrouver l'Afrique que nous avons perdue, l'Afrique d'avant la traite négrière, l'Afrique d'avant la colonisation, parce que cette Afrique-là, on nous l'a cachée, mais cette Afrique-là avait tout, n'est-ce pas? Il y avait la démocratie, vous avez utilisé un anagramme là pour nommer cette Afrique que dans le livre, j'ai oublié comment l'anagramme, mais je vais le retrouver. Non, l'Afrique, c'est-à-dire quand vous prenez Afrique, voilà, exactement. Avec les mêmes lettres, vous trouvez qui fera. Qui fera, voilà, exactement. Qui fera, c'est une question. C'est-à-dire l'Afrique a besoin d'hommes d'action. Absolument, qui fera. C'est le continent même qui se pose cette question-là. Et vous ne l'avez pas mis, mais moi aussi, j'ai vu le verbe kiffer. Le verbe kiffer qui a été conjugué à la troisième personne du futur de l'indicatif. Qui fera. Oui, je vais kiffer cette Afrique-là. Kiffer avec K. Voilà, exactement. Avec K comme les jeunes. Mais ils disaient Q. Comme Farasini, c'est l'Africain, c'est l'anagramme de Africain. N'est-ce pas? Parce que aussi, vraiment, oui, c'est une belle trouvaille. Parce que je ne savais pas, mais en écrivant, parce que des fois, c'est comme je dis, tous ceux qui savent parler le français ou l'écrire ou qui sont agrégés seraient des écrivains, si l'écrivain dépendait de cela. Mais il y a peut-être une force supérieure qui nous visite de temps en temps. Parce que qui fera, quand j'ai trouvé ça, pour moi, c'était vraiment le trésor de cet écrit-là. Et donc, c'est vraiment, comme je le dis, j'ai pensé à mes enfants, à mes petits-enfants, et aux jeunes en général, parce qu'ici, je mets en situation 3 jeunes qui ont entendu parler d'une belle fille, de la plus belle fille du monde, que le roi voudrait accorder au garçon le plus fort, le plus courageux, le plus intelligent. Et à la fin, qu'est-ce qu'il trouve? Une statue en or massif. Mais la réalité, c'est que le roi qui était vieillissant voulait céder le trône à son fils, Farasini, mais il ne voulait pas le laisser seul. Il voulait lui trouver des jeunes qui l'accompagnent. Et ils ont trouvé tous les garçons sortis de la forêt d'Ougoudès, la forêt d'où on ne sort pas, n'est-ce pas, ont été retenus pour conseiller Farasini, n'est-ce pas? Donc, c'est vraiment dans la trajectoire des enseignants, de tous ceux qui pensent à l'Afrique de demain, que j'ai écrit ce conte-là. Et c'est en 2 parties. Et Dali aussi, c'est l'anagramme de idéal. Idéal, n'est-ce pas? Vous voyez. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'anagrammes, il y a beaucoup de jeux de mots. Mais comme je disais, il y a aussi cet aspect d'essai. Et comme vous dites, vous vous adressez, c'est vrai, aux enfants de demain, mais même, je dirais, aux adultes de demain. Il y a beaucoup d'aspects de bonne gouvernance, d'aspects d'éthique, d'aspects de tout ça à travers ce que vous voudriez que l'Afrique soit et ce que l'Afrique a été et que vous voudriez qu'elle redevienne à travers cet ouvrage. Donc ça, c'est donc un conte. Et dans le conte, vous savez que le conte est très important pour nous. D'abord, pour nous écrivains, c'est par le conte que nous pouvons peut-être apporter de l'innovation en littérature. Parce que le conte, nous ne le devons à personne. Le conte est le genre majeur
en Afrique, surtout au Sénégal, et le Wolof dit, le Wolof wax man na am mais lu mu léeb dëgg la wante loo xam ni lii nag da koo wax moom boy boo nga bañ koo gëm waaw donc le conte est important et ça nous permet de parler à mots couverts. Tout à fait. À nos contemporains. Et c'est très pédagogique aussi. Très pédagogique. Moi, quand mes enfants étaient plus jeunes, c'est par les contes que je les formais. Ouais. Je les formais. Et dans ce livre, j'ai pris des contes, comme vous dites, que les gens connaissent, d'autres. Par exemple, l'ami, le meilleur ami. Ça, c'est un conte que mon père m'avait raconté. Le partage aussi. Parce que ce conte aussi est un conte philosophique. Tout à fait. Ça. Exactement. Par exemple, quand le vieux là, mag bi bi mu demee ba sukuraat woo taawam ni ko man wóolootuma sama bopp wante dama bëggoon bu ma fi jógee nga defal ma li ñuy def jullit defal jullit nga ñaanal ma sarxeel ma felal ma samay bor te li ma fi bàyyi muy juróom-ñeenti nag nga séddoo kook sa ñetti rakk yi te bu kenn mer équitablement bi mu nelawee ngóor si def na lépp ba mu des nag séddale bi moo ko jaaxal ndax juróom-ñeenti nag nan lañ koy séddalee ñeenti nit mu dem wax ko buur jamono yee nag boo jaaxlee da ngay dem si buur wante buur it bu jaaxlee woo borom xam-xam muy alim bi ñu daje ca pénc ma parce que pénc dañu yàgg péncoo ci Sénégal daawul kii démocratie dafa yàgg am lépp ci pénc ma lañ koy wax ñëpp toog ñu dégg waaw ñu leen ngóor si de dafa am lu ko jaaxal léegi baayam nelaw na defal na ko li mu ko waroon def lépp ba mu des juróom-ñeenti nag yi nag ñu ngi koy séddale ñenn ñi ne waaw ku nekk na jël ñaar bi ci dañu rey ko séddoo yàpp bi alim ni leen loolu du noonu beneen mag di leen léegi wala fi de nee na séddale bu ñëpp yemee cër am ñu gedd seen waar donc mag bi na ëppale kon mag gi na jël ñett ñi ci day jël ñaar alim ni leen du loolu ba tey kon buur ni ko kon nag wax ñu nan la mu ni ko ana sa ñetti rakk yi mu ni ñi ngi mu ni leen joxal ku ne ñett mu jox ku ne ñett juróom-ñeent yi jeex mu ni ñu ni ko yow kii lu ma am mu ni ko moo ne am na ñetti rakkam ndax baayam séddalewu ko da koo cax dafa ni ko gannaaw bukki mbaar man maa fi toogoon di seen kilifa nekkatuma fi yow yaay toog sama place te kuy séddale du day nangoo ñàkk lu ñu yor maa ko moom waaw te say boo ufee say rakk yaa da nga leen moomaale li ñu moom noonu mooy séddale machallah je l'ai traduit en français mais je préfère le dire en wolof parce que boo ko waxee day kii des fois am na compte yoo xam ni bu ma ko waxee ci penc mi imam yi dañ ma naan dañ koy wax de dañ koy xutba de parce que c'est ça la philosophie africaine. J'ai demandé à un prof de philosophie de l'Imamoulaye de faire la comparaison entre la philosophie occidentale et la philosophie négro-africaine. Parce que moi j'ai constaté que la philosophie occidentale est liée au contexte, aux contingences. C'est-à-dire que cette philosophie évolue avec le temps, avec la science. Mais la philosophie négro-africaine, elle est humaniste, profondément humaniste. Elle est liée à l'homme. Ce que Koch Barma avait dit, c'est Katouf-Toufla. C'est vrai jusqu'à présent. C'est vrai jusqu'à présent. C'est tellement vrai que quand on nous enseigne, quand on est plus jeune, les fables de La Fontaine, c'est la culture africaine. Absolument. Et là, beaucoup de gens ne savent pas que La Fontaine, dans sa préface, il l'a bien dit, il a dit qu'il a traduit les textes d'Ésope, le grec. Voilà, et quand on dit Ésope, c'est Éthiopie. Éthiopie, c'est le noir. Donc Ésope, le grec, était noir, était africain. Donc je pensais que vous ne saviez pas cette histoire-là. Donc il a piqué quelque part. Parce que ça ressemble à nos... Bien sûr. Oui, la plupart d'entre eux ont piqué en Égypte, les théorèmes de Thalès, Pythagore. Ils ont tout piqué. C'est un très grand honneur de vous accueillir dans cette émission. Je pense que comme la médaille que vous portez, vous êtes une médaille pour la littérature sénégalaise. Ça, je suis officier de l'ordre du mérite. Super. Bravo. Ouais. Félicitations. Vous le méritez parce que pour moi, vous êtes l'un des plus grands monuments de cette littérature, eu égard à votre production. Allez, vous disiez tout à l'heure que vous êtes un écrivain très prolixe. Et nous tous, nous avons lu et apprécié vos ouvrages toutes ces années. Prolifique, j'ai dit. Ouais.
Donc, quoi? Prolixe ou prolifique? Prolifique, je dis pas. Les deux peut-être. Prolixe dans le sens positif. Fécond. Je préférerais fécond que prolifique. Parce que quantité n'est pas importante, c'est la qualité, quoi. Heureusement. Heureusement que vous avez les deux. Vous alliez les deux. Machallah. En tout cas, c'est pourquoi je dis écrivain, parce que je suis vivant. Parce qu'en général, chez nous, les écrivains sont morts. Parce que dans nos écoles, on n'enseigne que les écrivains. Ils sont morts, quoi. Heureusement, on en a certains qui Mais vivent sauf encore. vous, parce que la collégienne... Oui, voilà, j'ai des œuvres, même là, j'ai une pièce de théâtre qui est au programme aussi, Adja Militante du Grâce, etc. J'ai entendu parler, Moi, je savais j'ai pas. joué au théâtre quand j'étais jeune. Ah, Oui. voilà. Donc, c'est intéressant. Mais pour revenir à cet ouvrage, moi je l'ai beaucoup aimé parce qu'on retrouve beaucoup de... au-delà des genres, mais beaucoup d'enseignements. C'est d'abord un conte philosophique, comme vous l'avez dit. C'est une sorte d'initiation entre des amis qui se sont jurés une certaine fidélité. C'est très important. Au-delà des épreuves, au-delà de tout ce qui peut les séparer, ils sont restés droits dans leurs bottes, ils sont restés solidaires. Et c'est très intéressant parce que ça nous renvoie à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que cette humanité qui fait pignon sur rue partout en Afrique et qui aujourd'hui résiste aux aléas du temps et même de certaines agressions. Ça, c'est une très bonne chose. Mais j'ai aussi vraiment aimé ce personnage-là que vous avez décrit, qui devient souvent un animal, souvent un jour, etc., mais qui est intemporel, mais qui montre qu'à la fin du cheminement spirituel, on se rencontre soi. On se rencontre soi, on rencontre ses propres valeurs, et ces valeurs-là sont humaines, ces valeurs-là doivent servir la communauté. J'ai beaucoup aimé, mais aussi, comme on disait tout à l'heure, le fait que le roi soit quelqu'un de vraiment éthique, d'équitable aussi. Et cette démocratie-là que vous louez est importante. Ça montre qu'un roi ou un dirigeant ou un leader a besoin d'être entouré, mais il a surtout besoin de les écouter. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Cheikh Anta Diop. La connaissance et le savoir, c'est fondamental. C'est ça qui irrigue une nation, c'est ça qui développe un pays. C'est important d'écouter les sachants pour qu'ils vous prodiguent des conseils qui vont faire, en tout cas, essorer un pays ou une nation. Et ça rejaillit dans votre ouvrage. Mais c'est aussi très subtil le fait que, et comme vous le dites, c'est-à-dire que ces jeunes-là sortent de la forêt, armés de savoir, de valeurs, et sont prêts. C'est-à-dire que donc, c'est des gens formés, c'est des gens prêts qui doivent bâtir une nation. Et donc, l'avenir appartient aux jeunes. Absolument. C'est une très bonne chose, mais surtout à des jeunes formés qui accèdent à la connaissance directe. Donc, voilà. c'est important. Et voilà, je vous laisse. Les jeunes, les trois là, ils viennent d'un hameau qui s'appelle Djomblen. Ça aussi, moi, je joue beaucoup avec les mots qui restent, qui sont symboliques, qui enveloppent beaucoup de choses pour ceux qui connaissent. Djomblen. Donc, vous voyez, Djomblen. Évitez de tremper dans la mesquerie, dans le déshonneur, etc. Amlen Foula, Amlen Faïda, etc. Et la forêt d'Ougoudes, c'est le monde. Et pourquoi? Parce que dans la forêt d'Ougoudes, ceux qui sont là et qui doivent chercher le nom de l'empire sans nom. L'empire qui sera kiffé. Oui, s'ils dorment pendant 24 heures, ils deviennent reptiles, arbres ou pierres. Ils perdent leur humanité. Il faut donc circuler, travailler. Les quatre là, ceux qui ont compris, ont fait le relais. Quand les deux sont fatigués, les autres, ils se reposent, les autres continuent. C'est pour montrer que dans ce monde, on doit travailler, on doit chercher. Parce que aussi, je fais aussi la promotion de la lecture. Absolument. Parce que tout est livre. Tout est livre. Il ne s'agit pas seulement des écritures, mais la nature, il faut lire. Il faut lire le monde. Il faut percevoir les et décrypter le monde. C'est ça. Et le génie leur dit, qu'est-ce que vous cherchez? L'un d'eux, est-ce que nous ne sommes pas au seuil du jour où nous allons nous retrouver nous-mêmes? Parce que qui sait? Nous ne savons, nous marchons, mais nous ne savons pas ce que nous sommes, qui nous sommes, de quoi nous sommes capables, à quoi nous sommes appelés, n'est-ce pas? Alors, dans la forêt, ils découvrent toutes ces valeurs-là. Et ils avaient des possibilités. Il y a le tapis magique, il y a le miroir magique, il y a la poudre, mais le génie leur a demandé de tout laisser et de travailler avec leur esprit seulement, avec leur force seulement.
là, il y a beaucoup de choses dans... C'est là peut-être l'autre question que j'aimerais poser. Peut-être. Pourquoi fondamentalement avoir introduit dans ce compte un tapis volant ou bien un miroir, etc. Parce que parfois, ce genre de situation, on l'a retrouvé dans certains comptes qui viennent d'ailleurs. Oui. Est-ce que, comme on disait tout à l'heure, c'est parce qu'il y a très longtemps, dans nos sociétés, on vivait de ça? Ou bien c'est exactement pour montrer quoi? Parce que peut-être que ça aurait pu ne pas être figuré dans le compte, ou bien? Oui, il y a plusieurs raisons, fondamentalement. D'abord, parce que je veux que les gens travaillent pour eux-mêmes, par eux-mêmes, et comptent d'abord sur eux-mêmes, sur leur capacité physique et morale, intellectuelle, et pas au mysticisme. Parce qu'ici aussi, Dieu, yalla bay sa tol. Et puis, vous avez vu, même à la lutte, à la lutte, très belle scène. on l'a expliqué. Lui, il est venu, il a dit que je n'ai rien, je n'ai aucun... Voilà, donc pas de gris-gris, rien. C'est comme ça aussi, il ne faut pas venir avec des armes blanches, etc. Il faut venir en belle toilette, parce que c'est ça, la lutte traditionnelle. Je fais aussi l'éloge de la lutte traditionnelle. Et de ses valeurs, c'est important, vous dites respecter l'adversaire. Et les valeurs du griot, le griot avec son boubou à plusieurs couleurs qui montrent les disparités dans la société, qui ne désunit pas les membres de la société, mais qui les unit, etc. Donc ce conte, pour moi, c'est peut-être mon plus beau livre. Ensuite, l'autre raison, c'est que j'ai participé à un atelier d'écriture de contes et avec Madame Correa, qui avait la bibliothèque de Mbao. Alors, j'ai travaillé, on a fait un beau conte. C'était court, mais les gosses avaient sorti des idées intéressantes. C'est la forêt de Goudès, le miroir magique, etc. Après, je me suis dit, pourtant, ce conte-là, on peut l'exploiter. Quelques années après, parce que moi, quand j'écris, je laisse mûrir les choses. Donc, c'est après que c'est devenu Edali. Ensuite, parce que la première version, c'était Edali seulement. Maintenant, après, il y a l'intermède, il y a l'introduction de Dofoubourg qui vient. Parce que Dofoubourg, si je vous ai offert les deux livres-là, parce qu'il y a Dof Bar Netchiker, parce que le Dof, il est dans ces livres-là. Et je vous renvoie les gens, parce que, wow, le fou du roi, parce que... Parce que vous dites que le fou du roi, ce n'est pas le roi des fous. Il l'a expliqué parce que xam nga buur moom bala moo déggoog borom xam-xam rek borom xam-xam bi day nangu lu mu ko defloo mu def ko wala lu mu ko waxloo mu wax ko mais comme Ali moom bokkul ci loolu buur da koy nattu benn bis mu woo ko ci penc ma comme toujours ni ko yow borom xam-xam bu rëy dafa am lu ma la bëgg a laaj mu ne ko maa ngi lay déglu mu jël xal sànni ko ci ndox mi ni cus mu ni ko dama bëgg a xam cus ji ndox mee ko def wala xal bi waaw Alim jaaxle bi mu jaaxle fu ne mu xool fa ba mu yàgg rek bëtam daj dof ba ndax dafa fatoon dof di koy teral ni tey de sama problème dana gën a garaaw ndax buur dana am du mu taafantoo ba sonal ma dofit xool na ko gis na jaaxle na mu jóg ni ñaadam jëm si ci buur ñu ni téye leen buur ni déet bàyyi leen ko dafa egsi rek ñu defee ne day jox loxo buur mu fëgg ndox bi wal ñëpp yuux buur ni ko waaw lii nga def nag mu ni ko da ngaa laaj sama waa ji ab laaj ma bëggoon laa laaj yow tam ab laaj soo ci tontoo mu tontu mu ni ko loo may laaj teel ji sama loxo bee ko wala sa lax bi elle est bonne celle-là buur ni Alim daf moom andi ko sama kër léegi bàyyi bëgg naa ndax du kii soxla naa ko ci c'est un message très subtil. Comme vous dites, cet ouvrage, c'est un véritable chef-d'œuvre parce que c'est un livre qu'il faut lire et relire. Voilà, ça vraiment. Il faut lire, exactement, qu'il faut lire et relire. Ça s'appelle Farasini, conte d'aujourd'hui pour les enfants de demain. C'est publié aux éditions Rouba, votre maison d'édition, parce que vous êtes également éditeur. Vraiment, oui, absolument. Nous avons été très heureux de vous accueillir sur ce plateau, M. Marouba Fall, Dr Awa Bokar Lital.
Également, nous avons été très heureux de vous accueillir. Cheikh Anta Diop, l'humain derrière le savant, vraiment un ouvrage qu'on conseille à tout le monde également parce que vraiment, c'est deux ouvrages qu'il faut avoir dans sa bibliothèque. Merci. Vraiment, nous avons été très heureux de vous accueillir sur ce plateau. Tout le plaisir a été pour nous. Merci de l'invitation et on salue tous vos spectateurs, surtout les jeunes. Dites-leur qu'ils ont un modèle. Absolument. Merci beaucoup. Nous allons poursuivre avec la deuxième partie de cette émission en recevant un groupe sénégalais multiculturel présent sur le paysage musical depuis une dizaine d'années. Ils se définissent comme un groupe de pirates musicaux jouant de la fusion afro-soul rock. Ils viennent de sortir leur deuxième album intitulé Ndeysan. Nous accueillons la lead vocale du groupe iScience, Corina Fiora. Nous allons également recevoir un rappeur, réalisateur, designer et activiste panafricaniste originaire du Togo. Il participe ce 26 mai à la Maison des cultures urbaines de Ouakam à l'événement Activisme 33 dédié à Modibo Keïta. Nous recevons ce soir Elom Vince. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Bonsoir. Une fois n'est pas coutume, on va commencer par le monsieur, on va commencer par Elom. Vous êtes, comme je dis, réalisateur, un rappeur, un designer, un activiste panafricaniste. Vous participez à ce qu'on appelle Activisme 33, je pense que c'est la 33e édition, qui est dédiée à Modibo Keïta. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est Activisme ? Activisme, merci déjà pour l'invitation. Activisme, rapidement, c'est un néologisme, la contraction de deux mots, art et activisme. Engagement sociopolitique porté par l'art. C'est un triptyque, projection documentaire sur des figures qui ont marqué positivement l'histoire de l'Afrique et de sa diaspora. Discussion, débat avec un intervenant, un historien, un anthropologue, un sociologue. Et enfin, la partie ludique, mais pas que, où il y a des artistes qui prennent le micro, des artistes qui prennent des bombes pour faire des graffitis, qui dansent, qui slament, pour honorer la mémoire de ces gens sans qui nous ne sommes pas indépendants aujourd'hui. Absolument, parce qu'il y a eu, lors des précédentes éditions, je pense, beaucoup de gens, même des gens qu'on appellerait afro-descendants, comme Mohamed Ali. Mohamed Ali, Maya Angelou, Nina Simone. D'ailleurs, la première édition de Activisme... Thomas Sankara. Voilà. La première édition qu'on a faite à Dakar, c'était sur Nina Simone. La particularité de ce projet aussi, c'est qu'il est itinérant. C'est qu'à chaque fois qu'on vient dans un pays, on s'associe avec des artistes, des penseurs qui réfléchissent comme nous. Donc de 2009 à 2022, c'est 33 chapitres, plusieurs capitales africaines, des villages africains aussi, parce que souvent, on néglige l'arrière-pays. Donc au Togo, on a fait Lomé, ça a commencé à Lomé au Togo avec Thomas Sankara. On est allé à Ouaga, on est à Norbert Zongo, Moumi Abou Djamal, on est allé à Cotonou, à Ouida, à Grand Popo, on est allé à Paris, on est allé à Accra. Et l'idée, c'est à chaque fois, quand on vient dans une capitale, c'est rencontrer des jeunes, rencontrer des anciens, réfléchir, apprendre du passé, voir qu'est-ce qu'on peut créer ensemble pour l'avenir. Absolument. Cette année, ce sera à la Maison des cultures urbaines à Ouakam, le 26 mai. Et quel est le programme pour ce Activisme 33 ? On peut dire qu'il y a trois volets. Le premier volet, c'est qu'à partir de dimanche, donc à partir d'aujourd'hui, ceux qui iront à la Maison des cultures urbaines, il y aura un grand drap qui est exposé là-bas où les gens pourront écrire leurs rêves pour l'Afrique. Leurs rêves pour le Mali, peut-être pour commencer, mais leurs rêves pour l'Afrique. Et ce drap sera utilisé sur scène le 26, jeudi 26, lors d'une performance. Donc ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est ce qui se passe le 26 mai, jeudi, à partir de 18h. Donc, une projection documentaire sur la figure de Modibo Keïta. Quand je demande à plein de gens comment il est mort, Modibo Keïta, les gens ne savent pas qu'il est mort en prison. On ne connaît pas, on l'oublie. Et c'est important de revenir sur un documentaire pour qu'on puisse repenser, revoir ce qu'il a fait. Ensuite, il y a une discussion, débat avec le professeur Diallo Diop, qui nous fait l'aimable
je ne sais même pas comment le qualifier parce que c'est un honneur. Hein. C'est un très grand homme qui nous fait l'honneur d'être avec nous. Et ça nous ramène à la première partie de cette émission avec le professeur Cheikh Anta Diop. Il était un grand militant du RND, voilà, un grand diopiste lui aussi. Et qui nous fait l'honneur d'être là pour qu'on discute sur les leçons à tirer de l'échec de la Fédération du Mali dans un premier temps, le rapport de la prison et de l'activisme, parce que beaucoup d'activistes africains, ce qu'ils risquent, c'est la prison dans un premier temps. Et ensuite, les conseils à la jeunesse africaine pour continuer le travail de nos prédécesseurs. Et enfin, il y a une liste d'artistes. Il y aura Daba, il y aura Ali Beta, il y aura Mounaya, il y aura Khoudia, je vois, Ami Diouf, Madzo, qui seront sur scène, Mowgli, Madzo, qui seront sur scène pour performer et pour honorer la mémoire de Modibo Keïta. Donc c'est ça. Et puis le troisième volet, c'est que les fonds récoltés, c'est pas tant des fonds, mais tout l'entrée, c'est des dons pour des prisonniers. Donc il y aura deux types de dons, des dons à l'endroit des femmes, des dons à l'endroit des hommes. On ne demande pas de l'argent pour entrer. Vous pouvez venir avec des habits, des savons, ce dont les gens ont besoin en prison et qui leur seront donnés. Donc c'est aussi une manière pour nous de nous dire qu'aujourd'hui en prison, ce n'est pas que des délinquants qui sont là-bas. Ce n'est pas que des bandits qui sont là-bas. La vie fait que parfois, au mauvais moment, au mauvais endroit, on se retrouve là-bas. Et que la plupart des grands conciles, que ce soit le professeur Diallo Diop lui-même, que ce soit Modibo Keïta qui est mort en prison, que ce soit encore certaines personnes actuellement qui sont en prison en Afrique, ils sont là parce qu'ils défendent le peuple. Et il ne faut pas les oublier, nous qui avons la liberté d'être dehors, d'avoir la liberté de mouvement, de ne pas oublier ceux qui sont enfermés. Absolument. Vous êtes également, comme je dis, artiste, rappeur. Je pense que vous allez performer également ce 26. Avant de passer la parole à Thierno, juste passer un de vos clips qui s'appelle Le fardeau de ma lumière pour que les téléspectateurs aient un peu une idée de ce que vous faites. Très belle chanson. Je pense que là aussi, on voit vos talents de slammer. Slammer, je me dis rappeur, parce qu'on a tendance à penser que les slammers sont plus gentils que les rappeurs. Donc, des fois, les rappeurs, en disant que je suis rappeur... C'est pas évident, le slam au moment où je fais plus sur du breakbeat, quand je le dis, on dit slammer, mais c'est rappeur. Absolument. Les slammers sont des rappeurs également. C'est ça. Tierno. Bon, en tout cas, c'est du slam ou c'est du rap, c'est bien. Et bon, moi, je pencherai plus pour du slam. En tout cas, félicitations pour ce très beau clip. Merci. Très profond, un message très profond qui montre que la musique, en tout cas dans un contexte africain où la musique urbaine doit associer l'utile à l'agréable. C'est-à-dire que la musique doit être cet instrument qui permet de dénoncer les dérives politiques si on veut, mais aussi de présager l'avenir de manière positive en invitant les jeunes à peut-être avoir plus d'espoir ou à investir en tout cas des actions qui peuvent vraiment changer leur vie. Et c'est le cas de votre action, de votre événement qui va se passer. Et donc c'est une très bonne chose. Moi, je tiens à vous féliciter pour ça. Merci beaucoup. Et vous dites que c'est la 33e édition et que cet événement a pu s'implanter dans beaucoup de pays africains, a vu la participation de beaucoup d'artistes, d'activistes, etc. Alors aujourd'hui, en matière de bilan, 33 éditions après, plus d'une dizaine d'années, quel est le bilan concrètement? Quels sont les changements? Quelles sont les perspectives d'avenir? Et qu'est-ce qui va être fait pour après? C'est une question qui revient souvent. J'aime citer Aïko Ama. Aïko Ama, qui est un auteur ghanéen qui est d'ailleurs installé à Pompguine, ici au Sénégal, qui a écrit un livre qui s'appelle The Healers, les guérisseurs. Il dit que les guérisseurs travaillent pour des causes aussi grandes que ce n'est pas parfois eux qui voient le résultat. La récolte de leur travail. Tout à l'heure, on a invoqué Cheikh Anta Diop et il n'est plus là, mais il est là. On continue de parler de lui. Pour moi, ce n'est pas l'heure du bilan. On continue de semer. Le chantier est vaste, il y a beaucoup de choses à faire. Il faut continuer à créer, à tisser des ponts. Je suis togolais, je me revendique ouest-africain minimum, j'ai un passeport togolais. Pour moi, ce n'est pas l'heure du bilan, on est presque en guerre en fait. Et quand tu es sur le terrain de bataille,
tu ne fais pas le bilan pour le moment. Tu continues. Il y a encore du travail à faire, rassembler les gens, élever les consciences. Et pour ne pas totalement fuir la question, parce que le but, ce n'est pas de fuir la question. Le bilan, c'est que je suis là, en train de t'en parler, à la RTS, que je vois tous ces artistes talentueux qui, à mon invitation, répondent d'être là. Il faut le préciser, ce n'est pas des artistes qui demandent des cachets. Il y a une cause qui se définit. Et qu'aujourd'hui, si Madzou vient au Togo, au Bénin, au Ghana, il sait qu'il a un frère là-bas. iScience, on ne les a pas invités dessus. Mais Ibakou, qui fait partie de iScience, à la base, c'était lui qui devait être le DJ. Mais il m'a dit, l'homme, j'ai un gros événement le 27, ça va être très compliqué, je n'ai pas envie de faire un fou coup. Et c'est ça aussi qu'on s'est vu tout à l'heure dans les coulisses. On s'est pris dans les bras parce que il y a 2-3 ans, au Musée des civilisations noires, j'ai fait une performance avec une artiste algérienne, Dalila Dalias Bouzar, que j'ai d'ailleurs rencontrée il y a 6 ans, lors de la Biennale ici, avec qui je travaille aujourd'hui. Donc pour moi, il faut que les Africains se rencontrent. On pourra créer l'unité, mais tant qu'on ne se fréquente pas, tant qu'on ne se voit pas dans des cadres que nous aurons nous-mêmes prédéfinis, il n'y aura pas d'unité africaine. Et l'unité africaine, elle ne doit pas être simplement dans les livres, elle ne doit pas être simplement dans les conférences, il faut les délocaliser dans le bas peuple. Et ce travail se fait aujourd'hui. Et ce n'est pas l'heure du bilan pour moi. Moi, je continue un travail. Et peut-être le bilan, ceux qui vont venir après moi le feront, mais moi, je suis encore au front. Ce n'est pas annuel dans chaque... Cette année, ce n'est pas que Modibo Keïta qu'on va faire. En juillet, je fais une tournée, je vais en Europe, dans la Caraïbe, je reviens à Lomé, et je vais célébrer un monsieur qui s'appelle Tavio Amourin, qui est un jeune de 36 ans qui a été assassiné dans les années 90. Et ces gens, il faut continuer à les célébrer. Donc, pas célébrer seulement, apprendre aussi de leurs erreurs. Donc, sincèrement, moi, je ne me sens pas faire un bilan. Je pense qu'il faut continuer à travailler. L'heure est grave, qu'on voit ce qui se passe au Mali, qu'on voit ce qui se passe un peu partout. Je ne peux pas faire le bilan, je dois être au front et continuer. Le bilan, peut-être, on le fera ici 100 ans après, comme on célèbre Cheikh Anta Diop aujourd'hui. Mais pour nous qui sommes là, il faut qu'on soit au front, qu'on continue. Voilà. En tout cas, c'est une très belle action que vous menez là. Je ne sais pas si Fiora, Corinna, vous avez un mot à dire par rapport à ça? Je pense qu'il a vraiment souligné. Déjà, c'est un grand honneur de partager ce plateau avec toi. C'est une magnifique surprise. Je suis très touchée. Et que c'est la vérité. Tout ce que tu as dit, c'est la vérité. En fait, c'est le moment de l'action. C'est le moment de s'unir aussi, de trouver des façons d'avancer ensemble, de créer ensemble, de retrouver en fait les savoirs qui ont été perdus, qui ont été enfouis, qui ont été cachés. Du coup, aujourd'hui, ce plateau, on dit qu'il n'y a pas de hasard. On a parlé de Cheikh Anta Diop, on a parlé des contes à la recherche de soi. Là, on est en train de parler du Mbolo. Mbolo Moïdolé, c'est ça qu'on dit en Wolof. C'est l'union qui fait la force. Et c'est une continuation, en fait. C'est une continuation de transmission. Aujourd'hui, je pense, malheureusement, la société occidentale capitaliste a brisé tout ce qui est transmission, a brisé, en fait, le transgénérationnel. Du coup, elle a brisé, effectivement, un côté qui fait profondément de l'humain. Et donc ce travail-là, de garder en fait cette chaîne de savoir, de garder l'union avec nos anciens, avec les futurs, de continuer en fait ce combat, sans effectivement peut-être faire le bilan tout de suite, parce qu'on est en continuation de travail. Du coup, je te rejoins complètement sur ça. C'est remettre l'humain dans l'humain. C'est de recréer l'humanité. C'est intéressant de ce qu'elle dit, parce que là, je suis sur une tournée. J'aime pas dire dernier album, même si c'est sorti en 2022, le dernier album en date s'appelle Améouga. Et Améouga, c'est un mot qui veut dire une phrase qui veut dire en éveil, l'être humain a plus de valeur que les biens matériels. Et c'est intéressant de voir la maman qui est passée ici et qui raconte la vie de Cheikh Anta Diop au-delà du politique, au-delà du savant, mais dans l'humain. Et c'est ça aussi qui est important pour nous dans les actions qu'on essaie de mener. On a parlé de Elam Vance en tant qu'artiste, etc. Mais je pense qu'il est aussi important de soulever le côté politique. Je fais partie aussi d'une organisation politique qui s'appelle la Ligue panafricaine Umoja, qui a une section ici au Sénégal, parce que je pense que le panafricanisme ne doit pas rester que culturel. Il doit être politique aussi. Donc peut-être, si je porte la casquette du membre ou du militant politique, je pourrais quand même parler de bilan, parce que ce genre de rencontre, ce genre d'espace aussi, nous permet aussi de parler de notre vision politique pour l'Afrique, qui n'est pas loin de la vision politique que les Cheikh Anta Diop ont eue, que les Modibo Keïta ont eue, qui est le panafricanisme. Donc culturel, politique, mais ne pas oublier l'humain au centre, parce que c'est
c'est l'homme qui change les choses et ce n'est pas forcément les ismes qui changent les choses. Absolument. On était en transition avec l'actualité de Corinna qui vient nous parler du deuxième album de iScience. Et on se dit, surtout moi que vous avez reçu il y a une dizaine d'années, comme ça, je me dis, deux albums seulement. Je pensais qu'il y en avait plus en 10 ans ou un peu plus. Vous en êtes au deuxième album. C'est parce qu'un album, particulièrement cet album, il a pris beaucoup de temps et en fait, c'est tout un travail de recherche humaine avant d'être un travail de recherche artistique. Et c'est pour ça que je souris en fait. Tout ça, tout ce qui est en train de se passer, c'est assez particulier. C'est un album qui a à l'intérieur de la sueur, du sang, des larmes, des rires, beaucoup de choses et en fait qui raconte tout ce voyage-là. Et c'est pour ça que ça a pris tellement de temps, parce que ça a été vraiment une aventure humaine. Quand on a commencé à travailler sur cet album, le groupe iScience allait disparaître. C'est ce que j'expliquais à Elom juste avant. C'était une période de ma vie, en fait, où sur 9 ans, j'avais construit quelque chose et tout s'est effrité. Et tout à coup, je me suis retrouvée à me poser plein de questions, à me demander qui j'étais, de quoi est-ce que j'étais capable, sur qui est-ce que je pouvais compter. Et petit à petit, la vie m'a ramené déjà des amis. C'est ce qui arrive parfois lorsqu'on mélange un peu le travail et la vie personnelle. Je veux dire, en général, quand l'un part, l'autre va avec. Mais c'est inévitable, on ne peut pas séparer surtout le travail artistique parce qu'on est dans une quête surtout quand on essaie de faire un travail de conscience et avant tout de conscience de soi, de travail sur soi, et également ça rejoint... Mais je pense que vous avez un peu compris ce que je veux dire. Oui, complètement, oui, non, je sais, c'est un petit clin d'œil aussi à la vie personnelle de iScience. Mais ça fait partie, et c'est ça en fait qui a permis d'apprendre. Et aujourd'hui, cette aventure m'a enseigné énormément de choses, à forger celle que je suis aujourd'hui, à forger nous tous en tant que iScience dans le groupe, ce que nous sommes aujourd'hui humainement, avant d'être des artistes. Et c'est ça qu'on a voulu partager. Parce que le clip qu'on va passer tout de suite, aussi, True Self, c'est complètement ce que vous êtes en train de dire. Rechercher le vrai soi, parce que là, vous êtes dans un cheminement, je pense, complètement d'abord spirituel avant d'être musical. Absolument spirituel et politique également. Du coup, je rejoins Elom parce qu'aujourd'hui, il y a plein de questions que je peux me poser. Je suis européenne d'origine, ça fait 17 ans que je vis au Sénégal, c'est un pays qui m'a adoptée, qui m'a donné énormément d'amour, que j'aime énormément et qui me le rend très bien, et le peuple sénégalais également. Et je me pose beaucoup de questions parce que j'ai reçu une certaine éducation. J'ai eu la chance de pouvoir la remettre en question tôt et de me dire, au-delà de mes origines, de certaines racines, moi, je vais chercher justement à nouveau l'humain. Qu'est-ce qui fait de l'humain l'humain? Qu'est-ce qui peut faire grandir l'humanité? Je ne le trouve pas dans le continent européen, je ne le trouve pas en Occident. Je suis venue le chercher en Afrique parce que je me suis rendu compte en fait que voilà, on nous a menti sur beaucoup de plans. On a besoin de se rendre compte de quelles étaient les vérités. On a besoin d'aller puiser sur ces vérités, d'aller puiser justement chez des Cheikh Anta Diop, chez des Kankan Moussa, chez des Soundiata Keïta. Et c'est là, en fait, qu'on va retrouver à nouveau ce qui fait de nous des humains, ce qui va nous faire grandir et pas nous rabaisser. Parce qu'aujourd'hui, on vit dans une société de paraître, dans une société où c'est les likes qui mesurent la valeur d'un être humain, vous vous rendez compte? Et je me suis dit, non, je ne crois plus en tout ça. Et du coup, je savais qu'ici, il y avait encore ces connaissances-là, même si on a essayé de les effacer. Même si aujourd'hui à l'école on ne nous enseigne pas ces choses-là, si on va les chercher, on peut les trouver. Absolument. Et c'est ça qui peut nous faire grandir. Du coup, voilà, ça parle un peu de tout ça en fait. Avant de passer la parole à Thierno, on va voir les clips dont nous parlons tout de suite, du morceau True Self. I left a dream in a closet. So many languages unknown, but not even one that I mastered. So many rivers I grow, but not even one that I foster. She seems to be saying, whilst the river flows way faster.
is my true self? Where is my true self? Where is my true self? Where is my true self? Just enough to know I'm aging, just enough to stop raging for things I know I can't change, just enough to know it's not strange to be strange. Album Ndaysan qui va avec ce magnifique livret aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de choses, il y a toutes les paroles déjà et beaucoup de textes. Je ne sais pas si c'est ce qu'en pense Thierno. Je ne sais pas si tu découvres Aïssance ou bien si tu le connais. Non, je ne découvre pas Aïssance, au contraire. Je connais Ibuka, je le salue d'ailleurs au passage. Et c'est un très beau clip, hein, très intéressant, de très belles couleurs, très authentique. On sent en tout cas derrière le message, la passerelle entre la culture et peut-être la modernité ou en tout cas le futur. Ça réjaillit dans ce clip. Mais c'est aussi intéressant par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure. J'ai beaucoup aimé vous écouter quand vous étiez en train de faire un bilan social d'un peu de votre passé, de cette prise de conscience-là qui vous a amené à oser partir d'un continent, d'une ère géographique pour une autre ère géographique, notamment l'Afrique, où peut-être vous dites que vous avez rencontré d'autres valeurs, vous avez rencontré d'autres personnes, et ça vous a permis d'appréhender l'altérité. Ça, c'est important, et ça, vraiment, ça montre qu'aujourd'hui, je ne sais pas si c'est l'esprit de Cheikh Anta qui accompagne l'émission, ou en tout cas son message. Ce message qui était un message d'altérité, d'acceptation de l'autre, qui n'était surtout pas le fait d'imposer sa culture, ou sa manière de voir, ou sa pensée, comme en tout cas comme axiome. L'Occident a sa pensée. L'Occident a apporté beaucoup de choses à l'humanité. On ne va pas le nier, on l'accepte. Bien que la technologie, aujourd'hui, on s'en sert. Mais aussi, ce n'est pas un jeu à somme nulle où ce qui élèverait une valeur abaisserait l'autre. Les valeurs africaines sont là. Elles ont généré l'humanité. Elles doivent continuer à exister. Aujourd'hui, ces valeurs ne doivent pas disparaître parce qu'il y a un autre continent, ou en tout cas une autre zone géographique, ou en tout cas d'autres idéologies qui pensent qu'eux, ils détiennent la vérité absolue et que tout ce qu'ils doivent penser ou doivent décider pour ça, c'est extrêmement grave et on le vit, on a continué de le vivre. Parce que si l'Occident, qui est une entité prospère, s'était très bien préparé, la pandémie du coronavirus n'allait pas, comment dirais-je, en tout cas, avoir tous ces ravages-là. C'est pour un peu parler de l'humilité qui doit nous habiter à tout moment et à tout instant. Et donc, moi, j'ai beaucoup aimé un peu votre discours qui réjaillit dans votre clip. Et la question que j'aimerais vous poser, est-ce que vous avez rencontré votre true self? Des parcelles de true self, je pense. Et je suis encore à la recherche. Je pense que l'être humain est vaste et compliqué. On a beaucoup de facettes. Et je pense que ça prend toute une vie de vraiment aller puiser et aller chercher, aller à l'encontre de soi-même. C'est pas quelque chose qui est toujours facile.
c'est plus facile de se jeter vers l'extérieur et de se projeter vers l'extérieur que de rester seul avec soi-même et de se regarder en face dans ces zones d'ombre comme dans ces zones de lumière et d'arriver à aimer. Et les zones d'ombre et les zones de lumière, je pense que c'est les sages qui y arrivent. Et c'est marrant parce que également l'autre invité que vous aviez dans son conte, à un moment donné, il a parlé de ça, il a dit justement à la recherche du soi. Du coup, je suis encore à la recherche. Je m'aide dans le chemin aussi de toutes les personnes qui m'accompagnent. Et c'est ça aussi qui m'a beaucoup touchée. Par exemple, le clip, moi, j'aurais fait quelque chose de complètement différent. La productrice, la réalisatrice, Zena Zaidan de Chouette Prod, elle m'a dit « Corinna, laisse-moi faire. Et je vais faire à ma sauce. » Et elle a interprété complètement d'une autre manière la chanson. Et c'est magnifique parce qu'en fait, je vois comment, en fait, on est riche de notre diversité. Du coup, c'est pour ça que la quête n'est jamais terminée, parce que du seul fait qu'aujourd'hui, je suis assise à côté de Elom et à côté de vous, ça va également faire évoluer un petit peu mon vrai moi. Et du coup, je continue à l'explorer, je continue à le chercher. Je ne sais pas quand est-ce que cette quête va se terminer, mais c'est ça aussi qui est formidable. Parce que, en tout cas, je ne vais pas m'ennuyer dans la vie. Il y aura toujours quelque chose à chercher, à explorer. Absolument. Quelque chose à découvrir aussi. Exactement. Juste un mot, oui, Elom, par rapport à cet album. Bah, bon, la chair de poule, quoi. C'est mon corps qui parle. Il y a mon corps qui parle parce que hier, je l'ai vu passer, je l'appelais, elle ne m'a pas entendu. Donc aujourd'hui, quand je l'ai vu rentrer, j'ai vu qu'elle est ressortie, j'ai dit non, aujourd'hui, je ne vais pas la rater. Je suis sorti, elle m'a donné, j'ai commencé, on a parlé de Ndeïsan, ce que ça veut dire. Elle m'a expliqué que c'est la compassion. Même si moi, dans ce qu'elle m'a expliqué, j'ai eu une autre interprétation. Je suis en train d'écrire quelque chose que je lui montrerai après. Je lui ai dit, le clip, je le trouve très, très beau. C'est quelqu'un que je connais quelques membres du groupe Haïtien. Je ne veux pas me prononcer, je veux me pencher dessus. Tout à fait. Je vais encore me pencher dessus. J'ai écouté des bribes. Je ne veux pas me pencher dessus. Déjà, j'ai la chair de poule. C'est ce que ça me fait. C'est comme ça que mon corps s'exprime. Mais je vais prendre le temps d'écouter avant de pouvoir vraiment dire ce que je pense. Absolument. Corinna, quelles sont, pour la promo de l'album, est-ce que vous avez des dates qui sont devant vous, votre agenda? Donc, on a lancé l'album au Soramon dans une performance immersive et participative. On cherchait un peu le côté guérisseur de la musique avec des amis performeurs de la Biennale, les Morphales, Cléophée, Mentorba et ainsi de suite. On a créé tout un parcours immersif. Là, on est en train peut-être on est en train de caresser l'idée de refaire ce type de performance-là, où en fait on amène le public dans l'immersion et dans la participation. Et en même temps, on va faire plein de petites interventions musicales, des jam sessions, des ouvertures dans les différents espaces des amis qui accompagnent Haïtiens depuis longtemps. Du coup, par exemple, à Mousse Doutour de Célira Bican, à Kenoulab de Ali Beta Ibakou, à la bibliothèque Terme Sud à Wakam de Maya Elzanati, et ainsi de suite. Du coup, les Haïtiens, soyez dans la biennale, vivez l'art, profitez un maximum et Inch'Allah, vous allez nous trouver. Vous allez trouver l'album, vous allez trouver les pirates de Haïtiens. Absolument. En tout cas, nous avons été très heureux de vous recevoir, Elom Vance, Corinna Fiora. Nous vous souhaitons une bonne continuation. Je remercie également mon co-présentateur avec son joli trophée Calebasse d'Or 2022. Je remercie tous les techniciens de la RTS. Je remercie tous les téléspectateurs qui nous regardent tous les dimanches soirs. À dimanche prochain, Inch'Allah.